C'est du week-end, bienvenue sur ce plateau. Nous l'avons déplacé de la place des évolués pour Texas Bilembo, où nous sommes venus à la rencontre d'un concepteur de projet qui s'appelle M. Alain Huart. Bonjour Alain. Bonjour Alfred, bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau encore une fois de plus. Merci. Alors, Alain n'est pas seul. Il y a aussi à mes côtés Madame Renate Wimbo. Bonjour Renate. Bonjour Alfred. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous êtes réalisatrice et actrice. Oui. Alors, il s'agit ici d'un film qui sera produit très bientôt. Et le film s'appelle La jeunesse et l'espoir des forêts en RDC. C'est un projet ambitieux d'Alain Huart, qui est un écrivain que vous connaissez déjà. Il est l'auteur de ces grands manuels qui s'appellent Peuple et forêt. Alors, cette fois-ci, Alain a décidé justement de lancer un projet cinématographique qui va couvrir les Congos profonds, mais l'actrice principale, c'est toi. Oui, exactement. Alors, quel est l'objectif fondamental de ce projet? L'objectif fondamental de ce projet est d'aller à la découverte de ce patrimoine naturel que nous avons des forêts tropicales. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir aller rencontrer les peuples autochtones, d'aller rencontrer les communautés rurales, ce qui se fait déjà, de pouvoir le montrer à travers le monde et ainsi que de découvrir en même temps avec la plupart des jeunes Congolais comme moi. Ah, j'ai l'impression que tu aimes les challenges, hein? Oui, c'est un plaisir parce que voilà, il y a des endroits où je ne suis jamais allée, que je veux découvrir directement. Tu vas supporter les moucherons, les moustiques et tout ça? Oui, effectivement, ça fait partie de l'aventure et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire découvrir ça à la population congolaise et ainsi qu'au monde entier. Ah, voilà, je serais heureux d'être avec toi pour découvrir ce que tu vas découvrir. Alors, Alain Huart, c'est quoi l'inspiration derrière ce film? Nous avons un grand pays qui est déclaré à la face du monde comme étant un pays solution. Nous avons une forêt équatoriale qui représente plus de 60% du bassin congolais et c'est devenu le dernier poumon actif de la planète, du moins sous les tropiques. Alors, nous avons une population jeune qui cherche de l'emploi, qui cherche à se former, qui voudrait s'investir. Et donc, entre les deux, comment est-ce qu'on fait? Il faut donner des indices, il faut donner des orientations, il faut permettre à cette jeunesse congolaise de mieux connaître ses patrimoines, ses défis, et comment elle va pouvoir s'investir. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui vont suivre quelle formation, quelle auto-formation, autodidacte, pour s'investir et développer un métier qui va rendre service à leur pays. Alors nous allons voulu aller dans des différents coins de la RDC, découvrir des endroits où ça se fait déjà, où on a déjà des réalisations qui dépassent la durée d'un projet, qui sont durables, où les populations sont dynamiques, croient en ce qu'elles font et associent même les jeunes à la réalisation de cela. Vous allez vers les jeunes qui quittent les statuts de villageois pour devenir des citadins. Est-ce que vous allez retrouver? Oui, c'est une inversion nécessaire. Nous devons faire un retour aux sources. Nous devons retourner vers le milieu rural. Vous allez rencontrer des intellectuels congolais de haut niveau, comme le professeur Yoka, qui vont dire nous devons réamener notre jeunesse urbaine à s'intéresser aux campagnes. Et puis, on doit restaurer un lien entre la campagne et la ville. Parce que si la ville vit avec des produits qui sont importés du monde entier par les ports de Matadi et que la ville ne vit pas des productions que les gens produisent dans la ruralité, ça ne développera pas à moyen terme notre pays. Ça, c'est vrai. Alors, Alain Huart, il y a 10 ans passés, vous avez lancé ce projet. Ça, c'est La Voix du Congo profond, qui est un magazine d'un Congo rural. Et ça, c'est un projet qui a fait un très bon parcours. Félicitations pour ces magazines. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que les films que vous allez réaliser avec Madame Wimbo, c'est l'inspiration, c'est les retours ou les cours à cette inspiration? Oui, c'est un retour aux sources, parce qu'effectivement, La Voix du Congo profond avait beaucoup de succès. Quelques années plus tard, les gens sont toujours en demande. Et donc, il y a vraiment une démarche de faire découvrir ce qui se passe dans ce Congo profond et de faire découvrir les exemples types. Comment est-ce que les gens protègent leurs forêts? Comment est-ce que les gens font de l'agroforesterie? Les plantations de cacao. Nous avons des secteurs dynamiques dans notre pays qui sont insuffisamment connus. Dans la région Ituri-Nord Kivu, nous avons 100 000 planteurs de cacao qui génèrent 200 millions de dollars qui rentrent dans les campagnes chaque année. Et donc, nous devons faire un peu le tour de tout ça, refaire découvrir une ruralité profonde et dynamique. Et à qui ce film est destiné? Bon, ce film est dédié d'abord à la jeunesse, et nous voudrions bien que quand le film sera réalisé, le film va retourner à tous les endroits où nous avons tourné.
Donc ça veut dire que les écoles techniques agricoles, ça veut dire que les églises, les communautés, les organisations paysannes et même les radios rurales, vos collègues journalistes, vont pouvoir se servir de ce film pour restructurer la vision d'accompagnement du monde rural. Et puis, nous ne faisons pas que le film. Nous avons, comme vous l'avez dit en entrée, les podcasts, les émissions radio, les capsules. Donc, nous voulons qu'il y ait un ensemble de matériel didactique audiovisuel qui permettent aux gens de se refaire une idée, c'est quoi le Congo profond. Ah, super. Je suis intéressé. Très intéressé même. Alors, Renate, c'est pratiquement 10 ans que tu es dans le film, dans la réalisation, dans tout ce que tu veux. Tu peux m'en parler un peu de ta carrière? Oh oui, en tant que réalisatrice et productrice indépendante, cela n'a pas toujours été facile, mais c'est une très belle aventure de pouvoir faire ce métier, le diversifier dans divers secteurs, ce qui est vraiment un challenge et un plaisir pour cette aventure, parce que dans cette aventure, en fait, je représente la jeunesse congolaise parce que je suis activiste dans le film et journaliste. Donc, je vais découvrir ce qui se passe parce que nous avons plusieurs institutions et plusieurs partenaires qui viennent de différents pays et la plupart des gens, que ce soit même ceux qui sont dans les campagnes, au plus profond du Congo profond, ne comprennent pas en fait pourquoi il y a telle structure, il y a tel bailleur de fonds. Donc, c'est en même temps pour les aider à comprendre le travail de ce qui se fait. Et dans mon secteur, précisément dans l'audiovisuel, dans le cinéma, je pense que c'est une façon de créer aussi des cinéastes verts. Et en tant qu'alumni de l'INA, de l'Institut national des arts, je pense que nous devons aussi diversifier. Et il y a aussi des créateurs dans ce domaine de métiers verts, des cinéastes verts, des photographes, des poètes, des BDistes. Il y a plein de choses à découvrir parce que nous devons savoir ce qui se passe. Et en tant qu'activiste et journaliste, j'emmène la jeunesse congolaise avec moi parce qu'il y a plein de choses qui se passent que je ne connais pas moi-même. Ah, mais déjà, tu y vas comme exploratrice. Bon, exactement. Pas comme Dora, je sais, mais tu vas comme Renate et tu comptes amener avec toi la jeunesse. Exactement. Donc, amener la jeunesse sur les terrains, Exactement. découvrir les potentiels de la forêt congolaise, les potentiels de la communauté rurale. Mais pour toi, ça dit quoi, tout ça? Pour moi, ça dit beaucoup. C'est une richesse. Et c'est vraiment l'avenir, c'est l'espoir. Et que ce soit la communauté locale, que ce soit la communauté au niveau international, les Congolais qui sont ici au pays et qui sont à l'extérieur, qui veulent investir dans le pays, qui veulent investir dans la jeunesse, qui veulent investir dans ce problème de changement climatique. Et voilà, ils doivent préserver le patrimoine que nous avons, des forêts tropicales, et de surtout voir que ce n'est pas seulement l'extérieur ou les scientifiques qui apportent quelque chose. Il y a aussi les autochtones, il y a aussi la population locale. Et à travers les recherches, parce que nous sommes dans la phase de pré-production, je m'instruis, j'apprends qu'il y a des choses formidables qui se font et que les peuples autochtones et la communauté rurale font, et les jeunes aussi. Donc, c'est dire que notre projet est dans le temps. Et pour moi, c'est vraiment hyper formidable. C'est une richesse parce que j'apprends en même temps, en fait. Mais je dois quand même signaler que ce n'est pas la première fois que tu réalises un film avec Alain Huart, qui est juste là à ma gauche. Donc, c'est le troisième film que vous allez réaliser ensemble. Les deux autres, c'était quoi? Justement, ce n'est pas la première fois que nous organisons ce genre de projet, que nous travaillons ensemble dans le documentaire. La première fois, c'était dans un projet aussi hyper intéressant sur l'agriculture. Et le deuxième projet, c'était sur les clauses sociales. Donc, tout ce qui concerne la foresterie, les clauses sociales, la forestière dans les forêts. C'était aussi une très belle aventure de pouvoir découvrir. Mais en soi, il y avait tellement des mots hyper techniques que personnellement, je ne comprenais pas aussi. Donc, il fallait qu'on me l'explique ce qui se passe. Donc, ces films, la différence avec notre film, c'est que ces films, ce sont c'est comme des rapports pour des bailleurs de fonds, pour ces institutions. Mais notre film, c'est pas un rapport. C'est une histoire. C'est une histoire. Vous allez raconter une histoire. Voilà, nous allons découvrir ce qui se passe, ce qui se fait déjà. J'ai vraiment hâte de suivre ça. Alain Huart, pourquoi tu as choisi
cette belle demoiselle pour ce film? Bon, d'abord parce que j'ai fait déjà 2 films avec elle. Comme elle a dit, des choses compliquées, on parvient à expliquer simplement. Donc moi, j'aurais pu choisir une dame scientifique, j'en connais beaucoup qui font un travail extraordinaire, mais je voulais que quelqu'un qui ait vraiment cette parole du peuple, cette simplicité du langage, qui me dise « Alain, je ne comprends pas ce que tu me racontes, je veux que tu m'expliques plus simplement, Voilà. parce que moi, je ne sais pas le restituer ». Et donc je pense que vous avez vu la spontanéité, la force de persuasion, il faut que les jeunes Congolais de 25-30 ans s'identifient à Renate, qu'ils se disent, si cette jeune fille fait ce travail-là qu'elle fait, mais moi aussi je peux le faire, Exactement. moi aussi je peux m'investir. Mais Alain Huart, la première question que je voudrais te poser avant d'aller vers le métier vert, c'est bien de savoir quelle est la lecture que vous faites de l'exécution des projets en RDC, leur appropriation par les communautés locales et leur consolidation des acquis. Nous devons nous intéresser à cet aspect des choses. Nous devons avoir une lecture qui permet de comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'il faut revoir la façon dont nous abordons, quand je dis nous, les ONG, les bailleurs de fonds, les agents d'exécution, comment ils abordent ces communautés. Et donc la première chose qu'il faut faire, c'est aller vers eux, s'asseoir avec eux, les écouter, leur demander de nous montrer ce qu'ils font et qu'ils puissent nous définir quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils voient s'il faut protéger une forêt, qu'est-ce qu'ils attendraient comme moyen pour eux-mêmes protéger cette forêt. Donc nous voulons avoir cette démarche de prendre le temps de découvrir ce qu'eux attendent. C'est ça que le film va faire. Et donc du coup, ce film va servir un peu de guide, puisque nous allons montrer une série de choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien. Eh bien, les gens, les bailleurs de fonds, les agences d'exécution, et les ONG qui vont regarder ce film et qui vont avoir les podcasts qui vont aller avec, ils vont se rendre compte qu'il faut avoir une attitude beaucoup plus humble, beaucoup plus à l'écoute, et aussi de voir qu'est-ce que les communautés veulent, et déjà quand vous commencez un financement, de voir quand le financement va s'arrêter, comment est-ce que les choses vont continuer. Et puis c'est pas tout. Beaucoup de bailleurs ou d'agences ne veulent pas continuer un projet qu'une autre agence a terminé. Voilà, ça c'est un point très important que je remarquais sur le terrain. Voilà. Et si vous le remarquez bien, nous avons déjà des appuis d'une vingtaine d'ONG. Donc le fait que toutes ces ONG-là nous appuient, c'est parce qu'elles se rendent compte qu'il y a vraiment une difficulté à capitaliser ce qu'elles font et qu'elles souhaitent qu'il y ait une synergie. Donc nous pensons que notre film va apporter une compréhension de nécessité de ces synergies, de ces complémentarités. Alors, dis-moi, en concevant déjà ces films, vous avez déjà une idée sur quelques pistes de solutions? Je pense que votre question nous interpelle sur où va-t-on aller pour filmer. C'est un peu ça que vous voulez nous dire. Exactement. Voilà. Donc, en fait, nous allons aller dans une série de provinces où nous avons des réponses à votre question. Donc, nous allons aller au Congo central. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont travaillé dans le Mayombe. Le Mayombe, c'est une forêt qu'on a commencé à détruire par l'activité industrielle dans les années 1920. Vous voyez, donc c'est un processus long, et le Mayombe est déjà largement morcelé. Bon, donc ça veut dire qu'au Mayombe, on a des effets négatifs, et on a des gens qui essayent de réparer les choses. Et on peut regarder à la fois les effets négatifs et les réparations. On a des communautés qui régénèrent 8000 hectares de forêt. On a le programme d'investissement forestier qui fait des plantations. Donc on va aller voir là quel est le bilan positif, négatif de tout ça. Parce que le Congo central est un laboratoire d'apprentissage des leçons pour la grande forêt du bassin congolais. Vous voyez? Après ça, nous allons aller en Ituri, parce que nous avons 100 000 planteurs de cacao qui produisent de la richesse. Et ils n'ont pas d'appui de bailleurs, ni d'ONG. Peut-être une coopérative, peut-être une seule ONG, Ricolto par exemple, qui les encadre. Nous allons aller dans le sud du Bangui, parce qu'il y a un très grand potentiel, café, cacao, palmier, EVA. Nous allons aller au Katanga, parce qu'il y a des forêts communautaires à côté des concessions minières, et parce qu'il y a l'exploitation de maïs industriel qui donne certains résultats. Donc nous allons faire un espèce de tour du Congo, nous allons aller dans un ensemble de provinces pour montrer les différents écosystèmes, de la mangrove jusqu'aux sources du fleuve Congo, dans les provinces très forestières, dans les provinces savanicoles, pour donner un aperçu. Et en même temps, nous allons essayer de choisir des choses qui ont une certaine durabilité. Nous irons par exemple à Mampu, parce que Mampu a été conçu il y a 30 ans,
les financements ont arrêté il y a 20 ans et Mampu existe encore aujourd'hui. Donc nous allons essayer de montrer des choses qui s'inscrivent dans la durée. Nous voudrions bien passer au-delà de l'aspect purement projet quelque part. Et l'autre aspect sur lequel nous voulons insister, c'est que les opérateurs qui accompagnent les communautés peuvent aussi passer des contrats clairs, mettre sur papier avec les communautés, oui. comment on va le faire. Et aujourd'hui, vu la grande forêt congolaise et le fait de préserver la forêt, on a le système des paiements services environnementaux. Donc si une communauté plante du café ou du cacao et que du coup, elle ne va plus faire l'agriculture sur brûlis dans la forêt, eh bien, elle mérite d'être appuyée, elle mérite une forme de récompense parce qu'elle a sédentarisé son agriculture. Mais on ne va pas lui donner comme ça une récompense par hasard. On va faire un contrat. Qu'avant même qu'il plante, il sache ce dont ils vont bénéficier par la suite et que les choses soient claires. Alors, moi, je reviens vers toi parce que c'est toi qui va nous faire vivre ce qui est dans la forêt. Sur le plan de la réalisation, sur le plan technique, comment tu visualises déjà ton film? Et ce que je veux dire, c'est que l'aventure de l'activiste Renate commencera bien sûr par le Congo central, c'est sa province d'origine, où elle va aller à la rencontre de sa grand-mère et elle fera le constat et l'état, d'où son aventure va commencer parce que après ce qui va se passer, je ne veux pas spoiler le film, il faudra aller il faut le regarder. Ouais. Voilà. Donc du coup, elle va voir qu'il y a des experts qui sont là, venus de l'étranger pour pouvoir travailler sur ce qui se passe. Donc elle va vouloir en savoir un peu plus, d'où va partir son aventure. Donc c'est-à-dire à partir du Congo central, elle va revenir à Kinshasa avec l'expert et puis elle va sillonner dans différentes provinces, au Katanga, à Ituri, à la Chopo, pour pouvoir voir ce qui se passe. Alain Huart, justement, Renate parle des métiers verts, parce que vous irez, donc elle ira à la rencontre de jeunes qui sont déjà dans ces métiers verts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que c'est une alternative plausible pour les communautés locales? C'est évident. D'abord parce qu'il existait dans ce pays un réseau d'écoles techniques professionnelles qui ont fonctionné très bien jusqu'il y a quelques décennies, mais aujourd'hui qui sont un peu abandonnées. Il y a aussi le fait que les parents et les enfants sont sur des métiers traditionnels. Ils croient que si on va étudier avocat, médecin, tout ça, on aura accès à des métiers qui rapportent de l'argent. Vous savez, les écoles techniques agricoles dans l'intérieur du pays sont un peu délaissées pour le moment. Donc il faut créer un nouvel engouement, mais il faut aussi expliquer les élèves qui vont passer par une école agricole, c'est pas pour faire une agriculture misérable comme leurs parents. C'est pour faire une agriculture plus performante. C'est pour faire un métier qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, quand on fait des projets de forêt communautaire, il y a toutes sortes de métiers. Il faut délimiter, il faut faire des inventaires multiressources, il faut faire toute une série de travaux. Nous allons faire un inventaire de tous ces métiers-là. Et nous allons faire un travail avec les écoles locales pour les entraîner à faire des formations plus adaptées, de courte durée. Vous savez, nous allons travailler par exemple avec la JICA. La JICA travaille avec INPP. Bon, l'INPP est surtout installée aux périphéries des grandes villes. Elle fait un travail de formation professionnelle très important. Mais où est le INPP de la ruralité? Vous voyez, de la forêt, des métiers, de l'agriculture sédentaire. Donc nous voudrions bien amener des solutions de ce type. Pour les jeunes qui sont par exemple à Sekebanza, voilà, où l'INPP ne se trouve pas, il faudrait trouver des mécanismes pour les embarquer dans cette aventure des métiers verts, c'est ça? Vous avez des gens qui font des formations sur l'apiculture. Vous avez même des gens au Congo central qui font des formations sur l'élevage de chenilles. Mais tout ça, il faut créer une forme de réseau. Il faut qu'un jeune qui est à Sekebanza sache que ça existe à Lukula ou sache que ça existe à Kisantu. Et donc, ça devient une forme de réseau. Et même, pourquoi pas, ceux du Congo central pourraient échanger avec ceux de l'Ituri ou de l'Équateur. Donc, il faut que les expériences de formation professionnelle de type court, mais efficaces, qui amènent à un métier, soient mieux connues de notre jeunesse. Aujourd'hui, les chenilles qui viennent naturellement selon les saisons sont en train de disparaître. Dans la région du Kwango, qui est un grand réservoir de chenilles, on n'en trouve plus, les fameux Minkwati. Donc aujourd'hui, on est plus dans une optique où il faut ensemencer, il faut provoquer une reproduction de chenilles dans un endroit où on a accumulé des matières végétales. Donc on devient un éleveur de chenilles. On était cueilleur, mais si la cueillette disparaît, on devient un éleveur. En miel, vous avez les peuples autochtones, Mbouti et autres, Mbatois, qui font
la cueillette de ruchers sauvages dans la forêt. Mais si maintenant il y a beaucoup de ruchers qui ont disparu et que la saison fait qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs 6 mois plus tard, il n'y a pas de miel. Et donc la communauté pygmée se retrouve sans miel. Donc du coup, il faut accompagner avec des ruchers qui vont compléter la cueillette artisanale. Donc le film va servir des matériaux de formation pour ces jeunes ou comment? C'est un éveil de tous les encadreurs. Des encadreurs qui sont dans les équipes des projets, qui doivent se rendre compte qu'ils doivent changer leur attitude, les enseignants, les leaders d'organisations paysannes, les gens qui travaillent dans l'administration de l'agriculture, du développement rural ou la division de l'environnement. Donc ce film va être une sorte de réveil pour dire attention, nous devons changer la façon dont nous faisons les choses. Et la deuxième chose, c'est que le film apporte un ensemble de solutions, comme un catalogue de solutions. Le film, les podcasts, les capsules, tout un paquet où on a déjà accès à toutes sortes de solutions. Et donc, l'enseignant ou l'encadreur du Congo central, qui est à Lukula, par exemple, se dit « Ah, mais j'ai vu, on fait le cacao à Mambasa ou à Beni, et ça donne comme ça, comme ça. » Un animateur radio, quand il va parler d'un sujet, il ne parle pas d'un sujet comme ça en l'air, on protège la forêt. Non, il a 30 sujets qui vont se succéder. Et donc, du coup, il a du matériel pour pouvoir parler dans la longueur, sur toute une année, de ces sujets-là. Les jeunes fuient la pauvreté dans le village pour venir dans les grandes agglomérations. Tu penses que toi, ton expérience et ton expertise en tant que jeune pourraient influencer aussi les autres jeunes qui sont dans les recoins de la RDC? Je pense que oui, parce que c'est un début. Et peut-être qu'ils ne sont pas aussi au courant de ce qui se passe dans l'environnement et que c'est un secteur aussi qu'ils doivent exploiter. Ils sont tellement ancrés dans plutôt une éducation scientifique, des recherches scientifiques, qu'après, nous tous, on se retrouve dans la capitale, on ne sait plus exactement quoi faire, ni créer, parce qu'ils n'ont pas autre chose en vue. Mais si le film peut permettre cela, je pense que oui, il peut y avoir des gens qui voudront aussi rester sur place parce que dire, mais je peux faire ça, exactement, c'est que j'ai vu dans le film. on ne leur offre rien d'autre. C'est comme moi, je suis dans mon domaine, dans le cinéma, mais je me diversifie. Je ne reste pas dans un seul secteur. Il y a plusieurs choses encore à découvrir et peut-être que je suis l'éveil et le pan des autres artistes, créateurs, des métiers verts comme les photographes. Dans ces différentes provinces, il y a des acteurs clés, il y a aussi des artistes, mais quand il sera concentré, exemple, un BDiste qui va au fin fond de chez eux, dans sa province, puiser une histoire, une aventure superbe, qui fait un BD ou l'autre des romans, des histoires racontées sur place et qu'il le publie, il y a des personnes qui voudront aussi pouvoir financer. Il va vivre de ce métier. Donc ça devient, il ne parle que de ce qui se passe, de l'écologie là-bas. Juste ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce qu'on va aller découvrir avec l'élevage des chenilles. Mais c'est super. Quelles sont les thématiques que vous avez pensé aborder dans ce projet? Eh bien, les thématiques sont relativement nombreuses, mais dans le livre Peuple et forêt, nous avons un tableau qui reprend un ensemble de solutions. Comme on a dit tout à l'heure, il faut essayer de clarifier le langage en expliquant simplement les choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dire qu'il y a une solution. Par exemple, la reforestation avec des acacias ne représente qu'une toute petite partie de la solution. Et si on plante des acacias partout, on ne va rien résoudre. Parce que d'abord, il faut préserver notre forêt naturelle. Donc, il faut déjà évaluer comment est-ce qu'on préserve notre forêt naturelle. Avec la foresterie industrielle, avec ICCN, avec les communautés. Après, vous savez que le bois énergie représente 90% de nos sources énergétiques, puisque les mamans veulent continuer de faire la cuisine avec le macala. Eh bien, si on produit toujours du macala, il faut le faire de manière plus efficace. On a la carbonisation optimisée avec des fours qu'on va aller filmer sur place à Kikwit, où on réduit de 3 fois la quantité de bois pour la même quantité de macala. On a les foyers culinaires économiques qui permettent de diviser par 2 les quantités de macala pour cuire la même casserole. Bon. Après ça, nous allons nous intéresser au cacao, au café, au palmier, pourquoi pas la culture de riz de bas-fond, donc toutes les cultures de sédentarisation. Même la périphérie de Kinshasa avec les maraîchers, qui sont des gens très performants, qui font des choses magnifiques, nous irons les filmer en détail pour
reconnaître leur savoir-faire et montrer, parce que la ville de Kinshasa, en légumes, est nourrie pratiquement à 80 à 90% par les maraîchers. Et donc, après ça, nous avons des facteurs habilitants. Il faut parler du foncier, il faut parler de l'aménagement du territoire, il faut parler de la dynamique rurale. Et donc, nous avons fait un petit catalogue que vous avez ici, de tous ces sujets, et nous avons choisi pour chaque sujet, en classant les rubriques que vous voyez ici, les meilleurs opérateurs. Donc, c'est-à-dire, pour une thématique donnée, nous voulons aller chez le meilleur. Et ça, c'est mon avantage de 42 ans de circuler dans le pays, comme vous circulez beaucoup aussi. Nous savons quand même que là-bas, pour tel sujet, c'est mieux là-bas. Mais pour tel autre sujet, c'est mieux là-bas. Nous continuons à découvrir un peu les contenus de ces films, comme je l'avais dit. Alain, tout à l'heure, tu parlais de PSE, donc les paiements pour les services environnementaux. Et tu dis dans ton narratif que le film va démontrer les potentiels d'économie d'échelle et de mise à échelle par des soutiens à un nombre croissant de bénéficiaires. Alors, je voudrais savoir un peu, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Vous allez filmer les gens qui ont déjà perçu l'argent et la manière dont cet argent change leur quotidien ou bien... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, nous allons aller dans des endroits spécifiques où ces contrats de paiement services environnementaux ont bien marché. Okay. Là où les populations les ont acceptés et même les ont demandés, parce que ces contrats, c'est annuel, ça se renouvelle chaque année. Donc, quand les gens sont contents, ils demandent de renouveler l'année suivante. Et quand il y a paiement, les montants sont gérés par la communauté. Il n'y a pas un droit de regard, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient dépenser l'argent. Donc la communauté qui a reçu son paiement pour services environnementaux, selon un contrat bien défini, va l'utiliser. Et moi, de ce que j'ai vu que les gens vont refaire l'école du village, ils vont installer un centre de santé, ils vont réparer une pompe ou ils vont aménager une source d'eau potable. Donc, j'ai vu que, ou alors même acheter une décortiqueuse à riz, j'ai vu qu'en général, ils font un usage très instructif et au bénéfice des communautés. Okay. Donc je voudrais montrer, au travers du film, que là où on a fait ces contrats paiement services environnementaux, il y a des communautés qui sont satisfaites et qui ont résolu des problèmes de leur communauté grâce à cet argent et qui sont les gestionnaires des améliorations qu'ils ont introduites eux-mêmes grâce à l'argent qu'ils ont gagné. Cependant, ce système, il est intéressant, mais il est encore mal compris. Il est mal exécuté à certains endroits, et puis parfois il y a des paiements qui se font en nature avec des services, donc il faut un petit peu éclairer tout ça et montrer toutes les possibilités qu'il y a. Et également, il y a un projet, donc le CAFI Fonared est conscient des insuffisances constatées jusque-là, et ils vont faire un projet de mise à échelle. Un projet qui est relativement ambitieux, avec Bruno Hugel qui est le responsable, qui est l'initiateur de ce projet. Et donc, ils veulent mettre ça à une plus grande échelle. Et ils veulent aussi mettre au point les outils qui vont servir à tout le monde, de manière à ce que ce soit les contrats, les conditions, donc si on veut protéger la forêt, c'est comme ça. Même pour l'entretien des routes, on peut faire des paiements services environnementaux. La plantation de cacao, c'est pareil. Le café, c'est pareil. Et donc, nous voudrions que le film soit un peu un outil d'accompagnement pour que cette mise à échelle des PSE, parce que la Banque mondiale utilise ça aussi, parce que d'autres partenaires utilisent ça aussi, il faut que ce soit mieux connu par tout le monde. Et si c'est mieux connu, l'usage et l'efficacité du système sera meilleure. Donc, si je comprends bien, le film va mettre en exergue plus les exemples à succès que ceux qui a échoué. Absolument. Nous voulons mettre en exergue des choses qui ont réussi, qui dépassent le stade de la fin d'un financement. Nous nous intéressons aux activités après la phase de financement. Quand le financement est terminé, qu'est-ce qui se passe? Alors, un projet comme celui-ci demande beaucoup d'argent. Je ne sais pas, vous avez des sponsors, bien vous les faites seul? Non, en tout cas, c'est vrai que nous allons mettre beaucoup de doses de bénévolat dans ce projet parce que s'il fallait le faire en chiffrant tous les coûts, on ne peut même pas commencer. Et puis, nous avons rencontré des gens qui nous ont donné l'espoir dès le début. Par exemple, Isabelle Duvigneau et Robert Lévy, anciens créateurs, directeurs de la Trust Merchant Bank. Ça nous a donné le courage d'aller faire le tour des bailleurs. Ça fait déjà 4 à 5 mois que je travaille en continu, peut-être les 3/4 du temps, pour essayer de trouver des partenaires. Donc nous avons l'Alliance Agri-Congo. Qu'est-ce que c'est? C'est une ensemble des ONG belges du secteur agricole, SOS FA, Umundi, Caritas, Ricolto et autres, Broekelordelen, Solidarité Socialiste. Donc il y a un ensemble d'ONG belges qui soutiennent les organisations paysannes au travers de la CONAPAC. Bon, le CAFI Fonared
Nous sommes en négociation avec eux pour un montant réaliste et raisonnable, pas plus que 10% du film. Nous avons aussi le programme d'investissement forestier de la Banque mondiale qui est en train de discuter avec nous pour nous appuyer. Et ils travaillent dans le Mai-Ndombe et dans le Congo central, donc nous irons voir ce qu'ils font. Nous avons les Wildlife Conservation Society qui gèrent la réserve de Fauna Okapi, qui vont nous accueillir pour faire rencontrer les peuples autochtones, aller voir les plantations de cacao, aller voir la production de miel. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons la JICA qui appuie l'INPP habituellement, qui est ouverte à voir comment nous pouvons travailler sur les métiers verts. Nous avons également le système éducatif, donc ULB Coopération, les RAIF, des universités belges et congolaises qui sont prêtes à nous aider, à nous épauler, à nous accompagner. Nous avons rempli un petit dossier à la Fondation Léopold III qui nous a octroyé 5 000 euros. Nous avons donc Nature Plus, qui est une ONG basée à Jean-Blou, qui nous aide aussi à faire du funding en Belgique. Voilà, donc nous avons un ensemble de partenaires et chaque jour qui passe, nous essayons d'avoir 1, 2, 3 partenaires. Super. Alors, madame, dis-moi un peu, le film aura combien de minutes? Nous envisageons 52 minutes sur le film, oui. Et autour, il y a des différents podcasts, et, ainsi que dans les radios aussi communautaires et tout ça. Donc voilà, je pense que... Donc, le tournage, vous commencez au mois d'octobre et on va compter combien de mois pour avoir les films sur le marché? On a une année. Hein. Une année? Une Ah, année. d'accord. Une année qui a la pré-production, la production et la post-production, voilà. Ah, d'accord. Déjà, Alain, tu le disais déjà que le film est déjà programmé pour des festivals et ainsi de suite. Est-ce qu'à part ces festivals, vous envisagez aussi d'autres endroits de diffusion, que ce soit au niveau de la RDC, à l'extérieur du pays? Oui, certainement. Certainement. D'ailleurs, c'est déjà pour ça que nous faisons ce premier travail avec Environews, avec vous aujourd'hui. C'est parce que nous voulons que vraiment une ouverture très large. Mais nous pensons que si le film devra être projeté dans les écoles techniques, dans les églises. Nous allons aller à Nkamba rencontrer l'église Kimbangis pour que ce soit un outil qu'ils considèrent également. Nous allons travailler avec les écoles techniques, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique professionnel. Donc, nous voulons vraiment qu'il y ait une appropriation très massive. Mais ce que nous voulons, c'est que ce soit un film qui soit discuté et commenté. C'est un film qui ouvre le débat, quelque part. Et que les jeunes, une fois qu'ils ont vu ce film, ils puissent échanger, discuter et qu'ils puissent imaginer peut-être d'autres solutions par rapport à leur avenir. Ma contribution en tant qu'artiste, il y aura aussi des conférences et des échanges, des ateliers avec différents créateurs de ce domaine pour pouvoir créer ces métiers verts comme des photographes, comme des BDistes, comme des musiciens, comme des ingénieurs de son, parce que on a la faune et la flore, Ouais, donc c'est sonore. qui produit aussi voilà, le son, et là effectivement. on entend les oiseaux, Ouais. donc tout ça, ça peut être mis dans les mélodies pour créer une musique, pour créer des Original, fonds, surtout, ouais. voilà, des soundtracks du film et plein de projets qui peuvent naître après. Donc, Tu es jeune, tu es artiste, et surtout tu es femme. En tant que femme, une maman parle avec son cœur. Alors, je voudrais quand même que tu passes un message à toutes tes connaissances, aux institutions qui désirent vous amener ou bien vous accompagner dans cette aventure. en un mot, ce que porte le film, c'est l'espoir. Et pour toutes ces personnes qui désirent nous accompagner et auprès de qui aussi nous allons travailler ensemble, tout ce que j'ai à dire, c'est que nous valorisons cette synergie cette énergie belgo-congolaise qui est vraiment très importante et c'est une très belle histoire entre nous et ce qui se passe et cette collaboration. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que nous mettons en œuvre et nous valorisons le travail de la communauté rurale et la communauté locale, ainsi que les peuples autochtones. Et ce film, c'est une voix pour eux, une visibilité, et encourager aussi les métiers verts, qui sont les métiers de l'avenir, les métiers de demain. Est-ce qu'il y a des gains ou il y a des avantages pour des annonceurs, des sponsors qui peuvent être intéressés? Oui, comme l'a si bien dit Alain,
dans différents lieux où nous irons, il y a toujours une place où nous allons parler de ces annonceurs s'ils font quelque chose dans le Congo profond et qu'ils ont besoin qu'on découvre ce qu'ils font dans le Congo profond. Oui, nous allons parler de leur travail, effleurer à travers les capsules. Les capsules servent à ça, les podcasts servent à ça et aussi... non, les films. Le film sert à ça, mais d'une manière vraiment très subtile. Okay. Parce que ce qui compte vraiment, c'est de passer le message et de s'amuser et d'aller dans l'aventure. Les logos, leurs logos peuvent être leurs affichés. Leurs logos seront affichés dans le générique fin. Voilà, dans les génériques fin du film. Et si des annonceurs comme des sponsors, par rapport au placement, ils peuvent intervenir à la fin du projet, pendant les différentes projections, parce qu'on a besoin de projeter les films ici au niveau national. Alors, c'est par ici que nous mettons un point à cette édition. Et ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et discuter avec vous autour de ce projet ambitieux que moi je visualise déjà dans ma tête avec l'idée de voir les rendus finaux. En tout cas, ce serait avec plaisir que je puisse diffuser aussi sur mes plateformes ces films pour faire large écho à ces travaux que vous allez abattre sur le terrain. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi merci, de nous avoir reçus. Et merci à votre équipe pour le travail. Oui, voilà. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition et nous vous fixons rendez-vous le week-end prochain avec de nouveaux invités ou un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.